Tribunal de l'actualité, acte 2 de la semaine. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Bien le bonjour à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scaledouedrago, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à Juge Bougma. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, Madame, Messieurs. Après avoir reçu son prix le 27 mai dernier à Londres, le lauréat du prix Nobel Architecture 2022, Francis Kéré, a été accueilli en héros hier au niveau de l'aéroport international de Ouagadougou. En plus d'une foule immense, il a été accueilli par une délégation ministérielle conduite par Yero Boli, ministre d'État, ministre en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Francis Kéré, faut-il le rappeler, est le premier Africain à recevoir cette haute distinction du monde de l'architecture. Retour au tribunal de l'actualité sur cette distinction et la politique de promotion des compétences burkinabé au plan national et international. Autre actualité enrôlée, l'obtention hier par Charles Blé Goudé. Vous le savez, il a reçu hier son passeport après plus d'une année d'attente. L'ancien pilier du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a reçu son précieux sésame des mains de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas. Un signe de décrispation politique, en tout cas au pays de Laurent Gbagbo. On va le savoir tout à l'heure. On aura le regard du juge au siège Bernard Bougma. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole pour votre avant-propos. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci, Président. Je m'excuse pour la qualité de ma voix. Ce qui retient notre attention, c'est politique et CDP. Les deux blocs, pour ne pas dire les deux partis, étaient à Abidjan, aux côtés du président fondateur, président d'honneur du parti, l'ancien président Blaise Compaoré, pour trouver effectivement une médiation, une solution à cette crise qui divise son parti. Donc à l'origine, c'est un récépissé qui est dans les tuyaux au niveau du ministère de l'administration du territoire, à qui l'administration, je me dis, elle-même ne sait pas à qui donner. Sinon, normalement, les choses devraient couler. Parce que c'est vrai que quand l'aile Edi Komboyogo a déposé ses papiers pour parler comme tout le monde, donc à l'issue du congrès, il restait effectivement que le ministère de l'administration du territoire, qui est également en charge des libertés publiques, donc des partis politiques, puisse délivrer le récépissé. Mais le délai n'était pas encore arrivé quand le coup d'État est intervenu. Et donc, les choses ayant été dans une transition au niveau du ministère jusqu'à la nomination du nouveau ministre, naturellement ça traînait sur le plan administratif, ça peut se comprendre. C'est en d'autres termes d'ailleurs ce qu'avait dit Boubacar Sanou lors de son passage au niveau de l'émission Le Tribunal de l'actualité. Donc ici c'est clair qu'il y avait cet effet-là, mais les délais n'étaient pas échus effectivement en son temps parce que la loi donne un délai. Mais après, il y a un ministre qui a été nommé, mais ça traîne. Alors pour un parti politique comme le CDP, bon, plusieurs questions se posent. Donc c'est effectivement dans les démarches pour voir comment ça se passe qui de droit à estimer qu'il faille que les autres aillent se réconcilier. Et puis bon, la suite on la connaît. Ils se sont retrouvés à Abidjan avec Edi et son fidèle compagnon Boubacar Sanou. De l'autre côté, Achille Tapsoba et Salifou Savadogo. Maintenant, avec les doyens que sont Apollinaire Ouattara et Mélégué Traoré par rapport à la rencontre d'Abidjan pour pouvoir trouver une solution. Marivé Blaise également est entouré de René Emile Kaboré, son ancien ministre, et l'autre ancien ministre, Selvila Moussa Kaboré également, qui, voilà. La suite, c'est qu'est-ce que finalement Blaise a décidé, on attendra de voir. Mais la réalité, c'est comme je l'ai toujours dit depuis 2014, c'est un CDP qui n'a pas su faire sa mue, ou qui n'a pas pu faire sa mue, au regard des nouveaux enjeux au niveau du Burkina. D'un côté, des anciens qui revendiquent un passé glorieux, une lutte glorieuse et qui se disent c'est nous d'abord qui devons donner le lead parce que c'est nous qui avons l'âme du CDP. De l'autre côté, des jeunes également qui disent vous avez fait votre temps, passez-nous la main, nous sommes suffisamment matures, nous pouvons nous assumer. Maintenant, ajouter à ces deux réalités
donc qui pose la question de génération. C'est vrai qu'entre eux, il y a la génération intermédiaire, mais l'autre réalité, c'est qu'il y a des factions, chacun se réclamant de X ou de Y. Donc, en fonction des intérêts du moment, et ceux qui tirent les ficelles, en fonction de qui ils ont trouvé comme cheval, et bon voilà. Donc, le rêve de l'autre clan de pouvoir éjecter Idi et de faire de Achille Tapsoba le chef de file de l'opposition à la tête du parti, parce que si près de la tête du parti, c'est ce qui allait être. Tout ce rêve également est brisé parce que, à force de tirer sur la corde, ils sont tous tombés. Donc, ça, il faut passer maintenant à une autre étape. On prépare les prochaines élections. Que sereinement, comment est-ce qu'il faut le faire avec un parti qui est divisé et qui rêve de venir au pouvoir de façon divisée? Comment est-ce qu'il faut faire? Donc, je dis, ça va être très difficile. Et des échos d'Abidjan, c'est pas sûr que les uns et les autres se soient sérieusement accordés par rapport à ce qui a été donné de voir. Mais aussi à une réalité. Je pense aussi que ces messieurs et ces dames au niveau du CFDP devraient aussi avoir pitié du président Blaise Compaoré, qui depuis déjà l'exil d'Abidjan ne se plaît pas là-bas. Et ensuite, si vous voulez, pour gérer un parti politique, vous n'arrivez même pas à vous comprendre sur le minimum, vous partez encore déranger quelqu'un qui se plaît d'être ivoirien pour ne pas répondre au niveau de la justice burkinabé. Bon, je ne sais pas quoi. Est-ce que ces hommes et ces femmes-là ne peuvent pas se parler et trouver une solution? Parce qu'à force d'être divisés, ce n'est même pas l'honneur du président Blaise Compaoré. Parce que aussi la qualité d'un leader, c'est de pouvoir laisser une structure stable, une structure qui puisse avancer sans sa présence. Mais s'il faut encore que pour ces querelles-là, il faut remonter à Abidjan, alors que ce n'est pas lui qui vous a dit de ne pas vous entendre, il y a effectivement un problème à interroger. Donc, je dis bien, c'est une question d'ego à l'interne. Il y a aussi cette question générationnelle, mais aussi les opportunités du moment par rapport à ceux également qui sont à l'extérieur. Parce que parmi ceux qui sont à l'extérieur, il y en a qui ont des poulains qui répondent en ce moment, la raison n'est plus là. Le boss a dit de faire ci. Ah, c'est mieux, bon, c'est difficile, mais il faut faire avec. Donc, parce qu'il y a des femmes et des hommes également à un moment donné qui refusent de s'assumer. Donc, la réalité aussi, elle est là implacable. Est-ce que cette ultime rencontre d'Abidjan pourra régler le problème? Parce que ce qui se profile, c'est peut-être, et je vais conclure à ce niveau, c'est d'organiser un congrès extraordinaire pour fédérer pour l'ensemble des positions. Donc c'est sûr qu'au niveau de l'ossature, il y aura un chamboulement. Alors avec Idi comme président ou Achille comme président, je pense que tout l'enjeu va être à ce niveau. Mais s'ils vont pouvoir s'entendre, naturellement, ils auront un congrès extraordinaire pour se pencher là-dessus. À défaut, ils vont rester toujours dans les positions tranchées. Mais pendant qu'on y est, je pense que l'administration aussi doit s'assumer. Vous remettez le récépissé à un parti politique, à l'un ou à l'autre, ou à l'une ou à l'autre parti. Maintenant, s'il y a une partie qui n'est pas d'accord, les voies judiciaires et réglementaires sont là. On a eu le PAI, Souman Touré, Philippe Ouedraogo et plusieurs autres partis politiques qui sont allés se régler leurs problèmes devant la justice. Certains ont préféré aller créer leur parti, comme quand il y a eu la crise, Gilbert Noël Ouedraogo, Herman Yaméo. Herman est parti ressusciter le parti, l'UNDD de son papa, et puis passer à autre chose. Mais il y a une administration, je dis bien, qui doit s'assumer et qui doit se lever au défi de clivage. Qui ne s'entendent ou ne s'entendent pas, l'administration doit pouvoir jouer son rôle. Parce que c'est aussi le dernier rempart. Merci, juge Bouman, pour cette entrée en matière. Nous allons avoir une pensée à l'endroit du doyen des juges et lui souhaiter prompt rétablissement. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Francis Kéré, lauréat du prix Nobel Architecture 2022, est rentré hier soir au Burkina Faso, son pays d'origine, après avoir reçu son trophée à Londres le vendredi 27 mai dernier. Alors, il avait été distingué le 15 mars dernier, il faut se le rappeler. Alors, juge Bouman, cette distinction et je dirais cet accueil-là vient comme un éclairci dans un ciel burkinabé qui avait été assombri, notamment par les nouvelles en lien avec la crise sécuritaire. Oui, effectivement, après notre débâcle, bon, à la CAN, je ne dirais pas débâcle comme si on a été éliminé dès les premiers tours, mais après notre sortie humiliante à la CAN dans les derniers moments, effectivement, il nous fallait quelque chose qui réchauffe également notre fierté de Burkinabé.
notre orgueil des talons, parce que le cheval associe dessus également que c'est un animal qui est très orgueilleux. Donc c'est aussi ça l'orgueil du Burkinabé. Ce n'est pas anodin. Il faut aller chercher ces choses-là aussi à ce niveau. Notre symbole y est aussi pour beaucoup. Même si ça n'a pas l'air. Regardez les autres pays, faites la comparaison. Peut-être on en reviendra un autre jour. Donc pour fouetter notre orgueil, fouetter notre fierté. C'est vrai qu'il y a eu aussi l'épisode Iron Bibi qui effectivement n'a pas battu son record mais a conservé son titre. Et ça nous a fait également chaud au cœur. Et donc dans ce contexte très difficile que nous traversons, avec une promesse de 5 mois dont on est inquiet par rapport à l'atteinte des résultats, parce que si les résultats ne sont pas, les premiers résultats, signaux forts ne sont pas atteints au bout de 5 mois, c'est pas aussi, ça ne va pas aussi être simple pour les Burkinabés. Donc avec cette cherté de vie qui monte effectivement, et je suis d'accord avec vous, c'est un éclairci dans un ciel ténébreux au niveau du Burkina. Donc encore félicitations à M. Kéré et à son équipe, parce que naturellement il ne travaille pas seul. Donc ça vient donner également de l'espoir, de la fierté aux Burkinabés. D'accord, alors je l'ai dit, il a été accueilli par une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, M. Yero Boli. C'est tout un symbole, parce que ce sont des moments aussi où le peuple peut ensemble regarder dans la même direction. Tout un symbole, mais le reste c'est comment est-ce qu'on capitalise. C'est surtout ça l'essentiel. S'il faut venir seulement avec les objectifs des caméras qui crépitent, avec le relais médiatique, et puis après toute la bamboula tombe, c'est fini. Donc c'est vrai, accueillir un héros, c'est très bien. Après, comment est-ce qu'on capitalise cela pour que ça puisse servir de viatique dans la situation à laquelle nous en sommes? Je pense que c'est beaucoup plus là l'enjeu. Sinon, bon, je pense quand même pas qu'il allait venir au Burkina, un héros solitaire, rentrer tranquillement, comme si effectivement de rien n'était. Et c'est pas le seul qui a eu des prix tout récemment dans le domaine culturel. Il y avait Ombre Blanche et une dame dont j'oublie le nom, excusez-moi, qui sont rentrés tout récemment avec des prix. Peut-être que les envergures ne sont pas les mêmes, mais un prix est un prix en fonction, parce que c'est d'abord le fruit également d'une compétition. Bref, ici, il a été effectivement accueilli. Reste à savoir comment est-ce que la nation va lui être reconnaissante en termes de récompense, en termes d'encouragement. C'est très important. On a vu l'épisode Aaron Bibi avec tout ce qui s'en est suivi. Comme polémique. Parce que certains sont passés pour pouvoir également avoir des rentes à l'intérieur. Bon, ce n'était pas joli à voir. Alors pour le cas Kéré, c'est aussi voir comment est-ce qu'il sera encouragé, parce que c'est très important pour ceux qui portent fièrement le drapeau burkinabé, pour ceux qui portent haut le flambeau de notre étoile. Donc je pense que la façon dont il sera récompensé, célébré, peut un temps soit peu contribuer à créer des émules et inciter d'autres effectivement à faire mieux. Mais là, je dis bien, on attend de voir ce que l'État burkinabé pourra faire pour lui. Alors, on l'a dit, c'est un prix prestigieux, en tout cas prix Nobel au niveau de l'architecture 2022. Mais beaucoup de Burkinabés l'ont découvert justement à la faveur de cette distinction-là. Et pour certains, il aurait fallu que le Burkina Faso honore et célèbre davantage son fils avant justement que ces trophées internationaux arrivent. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec eux, mais il y en a également qui le connaissent, parce que même dans sa province d'origine, il a fait des réalisations là-bas. En Allemagne, il a eu plusieurs réalisations. Il est aussi associé dans le mémorial Thomas Sankara. Il y a quand même des gens qui le connaissent. Maintenant, célébrer à sa juste valeur, c'est de trouver une tribune. Trouver une tribune. C'est vrai, il y a la nuit des bâtisseurs, il y a cette journée où on célèbre les architectes burkinabés. C'est peut-être à ces occasions-là. Sinon, s'il faut organiser une cérémonie spéciale pour lui, la réalité, je crains que d'autres champions ne disent que moi aussi je veux une célébration spéciale pour moi. Zango, au niveau du triple saut, peut demander pour lui. Aaron Bibi peut demander.
dans notre 11 national, donc les étalons, il y en a qui peuvent demander, et dans bien d'autres domaines où des Burkinabés excellent, parfois d'ailleurs de façon anonyme, et ils sont très nombreux. Donc, à moins d'instituer annuellement un champion national dans n'importe quel domaine pour célébrer y aller, donc ça, je pense que c'est cette difficulté qu'on a. Mais la réalité, on peut trouver l'intelligence de pouvoir célébrer ces personnes-là. Ça peut se faire. Maintenant, choisi dit, bon, dans votre domaine, vous êtes bien, venez, nous vous célébrons. Il y en a qui ont déjà eu ces récompenses à travers le 11 décembre, où volontairement, les ministères dont ces personnes relèvent organisent et puis retiennent leur nom pour les décorations à l'occasion du 11 décembre. Donc, et ça peut être chevalier de l'ordre de l'étalon, chevalier de l'ordre national, commandeur ou ceci. Ça, c'est déjà, il y a beaucoup qui ont ça déjà. Ça, c'est une ultime récompense également de la nation. Maintenant, est-ce qu'il faut organiser une cérémonie officielle, un trophée à l'appui du bon, comme vous excellez dans le domaine de l'architecture, venez, et il y a un qui va dire, moi j'excelle dans tel domaine, je n'ai pas été. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous, mais c'est la formule pour ne pas froisser, parce qu'on est tous burkinabés, et on doit être célébré si on a réussi sans discrimination et sans préférence. D'accord. Alors, de Francis Kéré, on en a dans presque tous les secteurs d'activité, au niveau de l'administration, aussi bien au Burkina que au niveau de la diaspora. Mais des gens qui, très souvent, dans l'anonymat, font leur bonhomme de chemin. Qu'est-ce qu'il faut comme politique, justement, pour non seulement reconnaître et promouvoir ces compétences-là? Certains pays l'ont réussi, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Plusieurs pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vous avez le Liban, vous avez Israël. Leur diaspora, ce sont des diasporas qui sont très bien organisées. Mais ce n'est pas ici l'organisation de la diaspora. La diaspora burkinabé est bien organisée. Ce qui reste, c'est l'autorité de la mère patrie. C'est à ce niveau que tout le problème se pose. Ce n'est pas au niveau de la diaspora. Il y a combien qui sont à la diaspora qui ont tenté de faire des choses ici? Et demandez-leur comment ils ont été combattus. Et il faut demander à celui qui est dans la mode, François Ier, quand il a lancé ce défilé de mode à Ouaga, pour faire la promotion du Faso d'Afani. Ce qu'il va vous dire, c'est très décourageant. Défilé de mode, commencer par ça, pour voir, il dit, il est dans le Faso d'Afani depuis très longtemps, mais en France. Il est venu, commencer par des défilés de mode. D'abord, il n'en fait plus, mais il faut le lui demander. Demandez à Debaziri, qui fait ça à Kokologo. Quand vents et marées, il a pu tenir, il poursuit, mais ça n'a pas été simple. Lui aussi, il est de la diaspora. Ça, c'est déjà ceux qui sont dans le domaine de la mode. Ceux qui sont dans bien d'autres domaines, que sont dans l'architecture, que sont dans, même sur les questions sécuritaires, les questions de défense. Nous avons reçu ici M. Tapsoba qui est aux États-Unis. Sur les questions de la lutte contre le terrorisme, sur les questions de défense et de sécurité, il est très bon. Même la question de gestion des catastrophes. La question de gestion des catastrophes, qui passe par le... comment on appelle la prévention, qui est un élément très important, parce que la prévention, c'est très important pour la gestion des catastrophes. Il faut lui demander son expérience, qu'il a commencé depuis 2009, pour pouvoir aider le Burkina à mettre en place un mécanisme de prévention. Après, les attaques terroristes ont commencé. L'offre par rapport à pouvoir aider également à asseoir un mécanisme de prévention dans l'administration, dans les lieux de culte. Il faut demander ce que l'offre, où se trouve l'offre, sa proposition. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, il a été dit que pour ceux qui sont au niveau de la diaspora et qui veulent apporter quelque chose, ce n'est pas la peine de venir au ministère directement. Il faut passer par les ambassades pour que ce soit bien organisé. Parce qu'après, le ministère aura besoin d'informations
il faut passer par l'ambassadeur, qui va faciliter les choses. Parce que même si le dossier vient rapidement au niveau du ministère, ils vont demander peut-être des informations complémentaires à l'ambassade, à l'ambassadeur du pays en question. Beaucoup sont passés par les ambassadeurs, mais leur dossier n'a pas franchi les portes de l'ambassade du Burkina dans le pays où ils habitent, où ils résident. Et ils sont très nombreux. Très, très, très nombreux. Donc, la réalité aussi, c'est que ça refroidit les ardeurs. Certains ambassadeurs sont allés jusqu'à demander quel est le parti politique de tel fils qui fait telle proposition. Est-ce qu'il est de l'opposition ou bien du parti au pouvoir? Jusqu'à ce niveau, président. On a d'abord mis de côté ce qu'il ou elle peut apporter. Chercher à savoir qui il est, avec qui il mange, avant de venir accorder. Et même là, rien. Le minimum, c'est d'accuser réception. Nous avons accusé réception, c'est en l'étude, même là, rien. Même la réponse ne viendra pas. Donc, beaucoup de ceux qui ont tenté, et même de rentrer ici, créer de la richesse, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau des villes, il faut vous renseigner. Ça décourageait beaucoup. Donc, la réalité aussi, c'est que ce sont d'abord les autorités burkinabées qui doivent dire nous avons besoin de ci ou de ça avec nos enfants qui sont à l'extérieur. Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer et avec quel mécanisme d'accompagnement on met en place pour les accompagner. Mais ça, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'organisation, ce n'est pas qu'il n'y a pas l'ossature. Il y en a. Mais c'est quand vous voulez mettre ça en pratique que vous avez tous les 1000 problèmes. Parce que certains de ceux qui sont dans l'administration veulent leur part. Et après, c'est très compliqué. Donc, la réalité aussi, c'est que beaucoup ont été découragés. Ils sont très nombreux qui ont été découragés. Ce qui fait que chacun préfère être dans son coin, performer dans son coin. Si un jour, vous obtenez un prix comme M. Kéré et qu'il vous appelle pour féliciter, vous y allez. Mais en attendant, vous vous occupez de comment est-ce que vous allez gérer votre famille. C'est ce que beaucoup ont dit. J'ai échangé avec certains lors des déplacements parfois que j'ai eu à faire à l'extérieur. Vous échangez en sous-cap, en off, mais ce qu'ils vous disent, c'est édifiant, puisqu'ils vous disent avec preuve à l'appui. Donc, vous dites, mais notre État veut quoi? Notre pays veut quoi? Alors que chaque jour, le discours qui est tenu à la diaspora, c'est n'oubliez pas la mère patrie, il faut revenir, il faut. Certains sont venus avec leur expertise. Arrivé, on te dit, bon, écoute, tu es venu nous trouver ici, dans notre façon de faire. Tu vas repartir, nous laisser. Ce n'est pas toi qui vas faire changer les choses. Il faut venir, on va voir. Dans faut venir, on va voir là. Beaucoup, effectivement, ont vu. Ils sont repartis. Et je connais plein également, d'ailleurs, que l'administration a appelé qui disent qu'ils ne viennent pas. Ça aussi, j'en connais. Ils disent qu'ils ne viennent pas. Ils ont tout fait. Ils ont même des amis. Certains ministres négociés. Ton expertise, là, il dit, je ne viendrai pas. Je serai sous-payé en fonction de mon niveau de vie actuel que j'ai lutté pour bâtir. 2, je ne viendrai pas pour un X ou un Y qu'on insulte mes parents pour qui j'ai beaucoup de respect. Pour ça, je ne viendrai pas. Et 3, je connais vos mentalités, ça n'a pas changé. Et je sais qu'en venant, je ne peux pas changer ça. Si je pouvais faire changer, oui. Donc, on ne va pas se comprendre. Ce n'est pas la peine. Les négociations sont toujours en cours avec certains, mais d'autres ont dit nada, je ne viendrai pas. Et j'en connais. Et quand ils vous expliquent, ils ont effectivement des raisons de dire voilà, ils vous disent un tel est venu, une telle est venue, un tel est venu, une telle est venue. Voilà ce qu'ils pouvaient apporter, voilà, et ça n'a pas marché. Donc pour terminer avec l'exemple ivoirien, j'ai plusieurs fois répété ça quand Alassane a été élu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les jeunes Ivoiriens compétents dans des domaines clés qu'il voulait booster. Il est allé, il a envoyé aller les chercher. La Côte d'Ivoire et le Burkina, ce n'est pas la même chose. En termes de niveau de vie, en termes de paye, en termes de compréhension des choses, en termes de projection. On n'est pas logé à la même enseigne. Mais quand il est allé, il a demandé
bon, le pays a besoin de vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Bon, moi, je travaille dans telle banque, moi, je travaille dans telle grande société de communication, moi, je travaille dans celle-ci. Parce qu'il avait besoin aussi de jeunes capables de contribuer à la levée de fonds parce qu'ils ont un carnet d'adresses. C'est comme ça que ça fonctionne au plan international. Il les a fait venir. Bon, vous étiez payé à combien? Je suis payé à temps. Ok, la Côte d'Ivoire va doubler. Mais puisque s'il va quitter son boulot, il a déjà calé un rythme de vie. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il a calé un rythme de vie. Il a engagé sa femme et ses enfants qui sont scolarisés dans des établissements d'enseignement d'un autre niveau. Vous venez en pleine année scolaire, vous dites que vous avez besoin de comment on appelle ça, de quelqu'un peut-être qui n'a même pas encore fini de solder la scolarité des enfants en comptant sur ce qu'il gagne. Vous l'enlevez. Vous créez une insécurité au niveau de la famille. Donc il faut lui permettre de maintenir, à défaut de maintenir le même rythme de vie, permettre de l'améliorer. C'est logique, c'est naturel. Tout le monde cherche le meilleur et chaque jour que Dieu fait, on cherche à gagner mieux. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre, il faut qu'on se voit la face. Il dit, je double. Certains ont été nommés ministres. Je pense que dans son tout premier gouvernement, celui qui s'occupait au niveau du pétrole, je pense qu'il fait partie d'un. Il y a un qui est actuellement au niveau de la présidence, mais il y a d'autres qui sont repartis. Après avoir rempli leur part de boulot, d'autres sont repartis, d'autres sont restés. Mais ils ont permis à la Côte d'Ivoire d'avancer sur un certain nombre de chantiers. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, prospective 2040, ça est celui-là. Ça est même en application. Nous, on est en train de réfléchir. La prospective 2025, c'est fini, hein? C'est même fini. On est en train de comme on a été en retard, par rapport à 2020, à 2040, nous on a finalement projeté pour 2060. C'était dans le tuyau en rédaction, je ne sais même plus à quel niveau ils sont. Mais ces personnalités que Alassane a fait venir, ça a permis de booster. Mais nous, pour le moment, quel accueil on peut réserver? Ça, c'est très important. Je n'insiste là-dessus. Je ne dis pas qu'on n'est pas bien, non. Mais on a une mentalité que l'accueil, c'est très difficile. Mais quand vous ne sortez pas aussi, quand vous revenez parler, on vous dit que vous n'aimez pas votre pays. Non, il ne faut pas, on se trompe. C'est pas ça. C'est pas qu'on n'aime pas. Il y a une part de vérité à dire. Il y a une prise de conscience qui doit venir. C'est chercher à savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Ça, c'est un élément qui est très, très important. De l'expérience que j'ai eue avec certains pays, avec certains de la diaspora et de la diaspora d'autres pays, sincèrement, sur ces questions, je sais de quoi je parle. Mais notre mentalité y est pour beaucoup par rapport à celui qui vient. S'il vient avec ses méthodes ici, là, il va savoir qu'ici, c'est pas là-bas. C'est ce qu'on va te dire, d'abord pour commencer. Donc, c'est très, très délicat. Et ça, je suis d'accord, la Côte d'Ivoire a bien réussi ça. Le Sénégal a réussi. Et je pense que c'est des modèles que nous devons dupliquer pour qu'un Burkinabé compétent. Parfois, certains se sont formés par eux-mêmes parce que certains n'ont pas été scolarisés ici. C'est les parents qui ont tout assumé. L'État ils ne doivent même pas un franc à l'État burkinabé parce qu'ils n'ont pas fait leur classe ici. De la maternelle jusqu'à où ils sont arrivés. Mais certains sont passés par là. Là, il faut reconnaître aussi. Donc, quand vous avez besoin d'une telle personne, qui a une autre façon de voir les choses, il faut également que vous acceptez de faire des concessions. Ça, il faut qu'on... Et si on veut avancer avec tous nos fils, oui. Mais je ne dis pas aussi qu'au niveau du Burkina, il n'y a pas de compétences. Non. Il y a des compétences, même au niveau national, qui ne sont pas aussi exploitées et dans tous les domaines. Ça aussi, c'est vrai. D'accord. Alors, pour revenir au cas de Francis Kéré, on l'a dit, avec cette distinction, c'est une vision qui a été saluée, celle de mettre les matériels locaux au service de l'architecture. Vous l'avez rappelé, il a fait des œuvres aujourd'hui qui font aujourd'hui le tour du monde et qui sont saluées par tout le monde. Mais après la distinction, après les symboles, qu'est-ce qu'on fait pour capitaliser? Parce qu'également, quand on parle d'architecture, de construction, au Burkina Faso, on est, je dirais, peut-être passé champion des bâtiments publics qui s'écroulent. Alors, comment justement faire cette jonction-là et capitaliser, profiter de l'expérience qu'on a avec Francis Kéré, par exemple? Non, les bâtiments publics qui s'écroulent, ce n'est pas lié aux matériaux. C'est la qualité des bâtiments. Mais regardez, il faut aller dans l'espace où on appelle le building La Maisana, qui jouxte la primature, l'ancienne présidence. Les bâtiments qui y sont, il y a des bâtiments de l'époque coloniale qui y sont. Il y a eu de la retouche, changer les peintures, mais il y a d'autres qui n'ont pas été. Le bâtiment tient. Les toutes premières écoles de l'époque coloniale défient les écoles que nous avons construites il y a moins de 10 ans. Et les écoles qui croulent là d'ailleurs, qui s'écroulent là, ce ne sont pas des écoles de l'époque coloniale, hein, pour la plupart. Pour la plupart. C'est des écoles que nous avons construites. Ce n'est même pas les écoles qui ont été construites juste après les indépendances. Ce n'est pas ça. C'est après. D'abord, ce n'est pas la qualité des matériaux. C'est la qualité du dosage. La qualité, comment on appelle ça, la conscience avec laquelle
on travaille. On a du ciment, on a du sable. Et puis, sur ces questions, on dit que le génie des constructeurs, des maçons, ça a augmenté. Donc, on devrait pouvoir faire mieux. Peu importe la qualité, quelle que soit la qualité des matériaux, si vous ne le construisez pas avec le cœur, avec votre âme, en ne cherchant pas dans le dosage à économiser, ça ne va pas marcher. Alors, quand on parle d'architecture, il y a aussi la question de la culture. Comment faire refléter, comment justement traduire notre ressenti, notre culture à travers justement ce qu'on a comme architecture. On a rappelé aujourd'hui ce qu'on a en termes d'uniformisation, de concepts et même en termes de modèles d'école qu'on a au Burkina Faso, sans tenir compte de ce qu'on a comme valeur culturelle dans les différentes régions, par exemple. Et d'abord, prenez les écoles. Dans la construction des écoles et des CSPS, il y a ce qu'ils appellent les plans types. Vous voulez construire une école publique, soumissionnez un marché de l'État, vous êtes une entreprise, voilà le plan type. Et le plan type ne change pas en fonction de votre situation géographique. Et à l'émission spéciale que nous avons réalisée ici, quand les écoles se sont effondrées pour interroger le domaine, les spécialistes qui étaient sur le plateau se sont accordés sur une chose. Les plans types, à un moment donné, posent aussi problème. Parce que les zones géographiques n'étant pas les mêmes, il y a des plans types qui ne résistent pas en fonction de la qualité du sol et en fonction des intempéries, parce que le Sahel et le sud, le nord et le sud n'ont pas les mêmes au niveau de pluviométrie, les mêmes en termes d'intempéries, c'est pas les mêmes choses. Les types de sol, c'est différent. Mais ils disent qu'on vous dit c'est un plan type. Et quand vous arrivez, vous regardez le sol. Vous vous rendez compte que ce sol-là, pour réaliser tel ouvrage sur ce type de sol, il faut soit peut-être aller voir les plans ou voir un certain nombre de dosages. Il y a deux cas. Ou vous mettez de l'argent, vous-même l'entreprise, pour réussir, ou vous laissez tomber parce que celui qui est dans l'administration va dire c'est le plan type. Si vous n'exécutez pas ça, on ne peut pas vous payer. Qu'est-ce que vous faites? Donc il y a deux cas. Où vous abandonnez le chantier, ou vous saignez parce que vous tenez à ce que ce soit bien. Ou vous dites, bon écoute, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi j'ai dit que ce n'est pas adapté, mais on y va. Ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le bâtiment aussi au Burkina ne prennent plus de marché d'école ni de CSPS. Ils refusent. Beaucoup. Parmi, à l'émission d'ailleurs, il y avait M. Doumbouya qui était là, qui a dit que lui, il fait partie de ceux qui refusent ce genre de marché parce que c'est très difficile, c'est délicat. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, maintenant, pour revenir à votre question, comment est-ce qu'on adapte à notre structure architecturale, à notre culture, à l'architecture? Le parpaing, il est très chaud ou il est très froid. Chauffe vite et quand il fait froid aussi, c'est difficile. Alors que si on construit avec des matériaux locaux, en termes de chaleur, ça contient. En termes de fraîcheur, d'humidité, ça contient. Parce que c'est le terroir. Ceux qui sont dans les bâtiments, voûtes nubiennes ne diront pas le contraire. Parce que c'est adapté à notre climat. Et ce sont des matériaux qui sont adaptés à notre climat. Mais nous, on a laissé tomber ça. On a laissé tomber cela. On est allé chercher autre chose. Il y a des bâtiments, vous dites à l'intérieur, il pleut, vous ne savez même pas qu'il pleut. Architecture traditionnelle. Puisqu'il n'y a pas de bruit de tombe. Mais la toiture est bien faite. On a laissé tomber. Aujourd'hui, il y a une association voûte nubienne qui se débrouille comme elle peut. Et puis, il y en a qui ont recours à cette architecture-là. Mais il faut voir ceux qui font la promotion de cette architecture au Burkina. Ce n'est même pas nous les Burkinabés. La plupart, c'est des expatriés qui le font. Quand ils ont regardé, ils ont vu que c'est mieux de prendre ça que de prendre le parpaing. La plupart de ceux qui sont dans le domaine, qui font beaucoup plus la promotion et qui font les infrastructures, c'est beaucoup plus eux. Et donc, avoir M. Kéré, c'est une chance. Pour pouvoir dire, bon, écoutez, proposez-nous, M. Kéré, des plans types pour les écoles, pour les bâtiments publics, pour un certain nombre d'édifices
comme les centres de santé, qui sont vraiment très proches des populations. Vous arrivez dans un village, vous avez l'école, vous avez le CSPS, vous avez les communes rurales, une commune, ou bien si c'est un village où il y a une commune rurale, il y a quand même un bâtiment public, les maisons des jeunes. Ce sont des édifices publics très proches des populations. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à des plans types inspirés de l'habitat moderne pour faire ces choses-là? Oui. Et quel est maintenant le contrat que l'État va engager vis-à-vis de M. Kéré? Mais chez nous, le problème, c'est ça. Quand ça va être un individu, ça pose problème. Ça dérange certains. Pourquoi c'est lui? Non. Donc, si l'Allemagne a eu affaire à lui pour sa grande exposition, avec une architecture qui fait pâlir, pourquoi nous n'allons pas le faire? Donc, je pense que c'est aussi le courage de dire, de faire ces choses-là. Donc, quand c'est adapté avec des matériaux locaux, c'est bien. Mais encore faut-il avoir le courage de pouvoir le faire et de pouvoir bien le faire. En ce moment, quand les enfants rentrent dans les classes, ils ne sont pas dépaysés. Ils quittent comment on appelle ça, un toit de chaume ou bien autre chose. Il part à l'école, il est dans un bâtiment, déjà il est très curieux, il regarde, il est même déjà dépaysé. Il lui faut encore quelque temps avant de pouvoir se connecter à sa nouvelle réalité. Quand il quitte l'école, il rentre chez lui, il n'est pas content. Parce qu'il y a un décalage au niveau des deux cadres de vie. Il y a un décalage au niveau des deux cadres de vie. Et sa fierté est fouettée. Parce qu'il se dit, il faut que je fasse comme... À partir de ce moment-là, ce qui est bien, c'est ce qui vient de l'extérieur. C'est ce que déjà il met dans sa tête. Donc pour réussir, il faut que j'arrive également à revenir construire le domicile de mes parents en fonction de faire comme, m'habiller comme. Prenons un pays comme le Danemark, qui a un ancrage traditionnel suffisamment fort. Les bâtiments au Danemark ont conservé leur architecture traditionnelle. Maintenant, on modernise à l'intérieur. Mais l'architecture conserve la tradition danoise. Et c'est ce que nous devons faire. Pour que l'architecture conserve la tradition. Quand on regarde l'architecture, elle nous parle. Nous nous retrouvons là-dedans. Quand on rentre, on n'est pas dépaysé. Ça fait quelque chose au plan mental. Mais nous, on n'est pas encore à ce niveau. Donc que ce soit dans les centres de soins, dans les centres, dans les écoles, on est toujours à... Tout doit venir de l'extérieur. Donc, on fabrique des complexes. Parce qu'ils se réveillent en se disant, si ça ne vient pas de l'extérieur, c'est que c'est pas bon. Merci, juge Bougma. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. Je le disais en début d'émission, l'image a fait le tour de la toile. Plus de 13 mois après avoir, en tout cas, déposé sa demande, Charles Blé Goudé a reçu hier, lundi 30 mai, son passeport des mains de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas. Alors, juge Bougma, est-ce que c'est un pas justement vers une décrispation du climat politique en Côte d'Ivoire quand on sait ce que représente Charles Blé Goudé aux yeux de la jeunesse et puis sur la scène politique ivoirienne? Oui, une décrispation de plus, parce que je pense que le climat politique ivoirien était déjà suffisamment décrispé. Avec le non-lieu du dossier Gbagbo qui est rentré en grande pompe, qui a créé un autre parti politique au lieu de... Parce que s'il allait engager une bataille judiciaire avec Pascal Affi-N'Guessan et le FPI, jusqu'à présent, ça allait contribuer à pourrir l'atmosphère politique. Gbagbo a préféré créer son parti politique, laisser l'enveloppe avec Affi, comme il a dit, et puis il va qu'à ses occupations. Gbagbo est rentré, décrispation, et il y a eu cette ouverture plus ou moins de Alassane avec Bédié. Là aussi, les choses se sont refroidies. Donc, ça commence, je dis bien, voilà. Et donc avec l'affaire, avec Blé Goudé qui vient aussi d'avoir son passeport, c'est encore une décrispation de plus. Mais Alassane, c'est un bon joueur. Et il utilise beaucoup le temps. C'est aussi un Charles Blé Goudé qui était pressé de rentrer. Quand la question d'ailleurs de son passeport avait été posée, Blé Goudé a dit non, lui, il n'a pas à se faire. Parce que quand l'État ivoirien l'a envoyé là-bas, c'était sans passeport. Son passeport avait été confisqué. Et il est venu là-bas parce que Gbagbo y était. Donc il arrive, le jour que Gbagbo va rentrer,
lui aussi, il va prendre sa sacoche et suivre parce que Gbagbo, c'est pratiquement son tuteur là-bas. C'est ce qu'il a dit. Mais même pour que Gbagbo... Mais à la réalité, Turin, il s'est rendu compte que ça ne va pas se passer comme ça. Il ne peut pas prendre son baluchon, suivre et puis aller rentrer dans le vol de Gbagbo pour arriver en Côte d'Ivoire. Ça ne se passera pas comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Deuxième chose, pour que Gbagbo même arrive à obtenir son passeport diplomatique et ordinaire, c'était la croix et la bannière. À la limite, c'était comme si c'était, comment on appelle ça, des largesses, quoi, une faveur du président de la République. Alors que en fonction de votre fonction, le passeport diplomatique, vous l'avez à vie. Donc, le président de la République a droit à un passeport à vie. Ce n'est pas de la volonté de quelqu'un. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly, a plusieurs fois tenté d'avoir son passeport diplomatique en vain, alors que c'est son droit, c'est un de ses droits les plus absolus, parce que les anciens présidents de l'Assemblée nationale ont aussi droit à vie au passeport diplomatique, tout comme les ministres des Affaires étrangères. Ce n'est pas de la volonté du chef de l'État, non, c'est son droit. Mais Gbagbo a bavé avant d'avoir son passeport ordinaire et diplomatique. Il est rentré, Blé Goudin est resté. C'est sûr que Alassane voulait des gages vis-à-vis de ce jeune fougueux convaincu qui n'est pas officiellement membre du FPI, mais qui est très fidèle et très proche à Gbagbo, avec qui il a beaucoup appris et à qui il doit pratiquement tout. Et donc, en faisant jouer le temps, Alassane aussi a mis en contribution certainement pour pouvoir, ça va peut-être tenter d'éloigner les deux ou je ne sais pas, mais en réalité ça n'a pas été aussi simple. Donc aujourd'hui c'est un Blé Goudé qui est reconnaissant vis-à-vis de Alassane. Quand on a vu la photo d'ailleurs de la remise du passeport, vous voyez la photo de Alassane Ouattara qui trône derrière, tout sourire, c'est pas rien, c'est pas anodin. Et là le vieux, comme ils le disent, a réussi son coup. Donc Alassane, jusqu'à présent, il joue bien son jeu. Et c'est au moment où les uns et les autres pensent que c'est fini, que, bon voilà. Parce que lui, il est dans la projection, dans le calcul de la projection, et chaque geste qu'il pose, il sait pourquoi il le pose. Regardez comment il a mélangé la scène politique ivoirienne actuellement. Maintenant, comment est-ce que ça va se terminer? Là, on ne sait pas d'abord. Mais avec la remise de ce passeport à Charles Blé Goudé, c'est sûr que des gages, Blé Goudé a certainement aussi donné des gages par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à une conduite à avoir. Quand on regarde les personnalités qui ont été également à cette remise, ça veut tout dire. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est fait. Charles Blé Goudé a entre ses mains son passeport. Il peut certainement rentrer en Côte d'Ivoire. Cela, certainement, va se faire en concertation avec les autorités ivoiriennes. Mais la question qui demeure, ce sont ses ambitions politiques. Et là, il n'a pas fait de mystère. Alors, est-ce que justement tout cela rentre dans le cadre de présidentielles à venir en Côte d'Ivoire? C'est même mieux de ne pas faire de mystère quand on a des ambitions politiques à ce niveau-là. À ce niveau, je dis bien à ce niveau. Certains peuvent faire mystère, mais à ce niveau, je pense aussi être responsable de ses choix, c'est ça. Il est politiquement ambitieux, mais il n'est pas... C'est un homme politique. Demandez à tous ceux qui ont goûté à cette vie politique-là s'ils peuvent dire que, bon, même quand quelqu'un dit je prends ma retraite politique, il le fait autrement. Il peut ne pas être dans les instances d'un parti politique. Il peut ne pas être nommé un poste politique. Mais l'activisme politique, assumer ses choix, aider d'autres à se positionner, former des gens à la relève, faire ceci, il va toujours le faire. Ça ne peut pas. Il ne peut pas. Ça, c'est comme ils disent que c'est un virus. Donc, rêver que Charles Blé Goudé va raccrocher sur le plan politique, j'ai dit c'est un rêve, ce n'est pas possible. Maintenant, l'enjeu et le plus important, c'est comment il s'engage en politique. C'est comment il le fait dans une Côte d'Ivoire qui a besoin de réconciliation, de se réconcilier avec elle-même. L'enjeu est beaucoup plus à ce niveau-là.
Je pense que c'est là, certainement, que peut-être des gages ont été demandés à Charles Blé Goudé. Est-ce qu'il va continuer dans sa même fougue, dans sa même façon de voir les choses, ou bien reconsidérer un certain nombre de choses? Après l'épisode Soro, je pense aussi que Blé Goudé a très bien compris la leçon. Il ne s'est pas gêné de rencontrer Soro à un moment donné, où des gens disent que ce n'est pas évident. Et c'est des frères. La réalité aussi, c'est ça. C'est très difficile aussi à porter entre les deux. C'est des frères. La politique les a divisés. Les hommes politiques les ont divisés, mais en réalité, c'est des frères parce qu'ils ont travaillé ensemble au niveau de la FECI et ils se connaissent très bien. C'est d'ailleurs la succession de Guillaume Soro à la tête de la FECI qui a entraîné les problèmes. Parce que la tradition, c'est l'argent qui prend les rênes. Il a été l'argent de Soro, mais à la succession de Soro, apparemment Soro n'a pas voulu que Blé Goudé passe. Et puis bon, les considérations ethniques étaient déjà prononcées dans la vie politique et syndicale ivoirienne. Ça a pollué l'atmosphère. La suite, on la connaît. Les deux camps se sont machetés. Et puis bon, voilà. Donc, aujourd'hui, avec Soro qui est reclus quelque part, qui ronge ses freins, qui veut rentrer pour aussi s'assumer politiquement, qui se prépare dans l'ombre, c'est sûr qu'il se prépare. Il se dit que, quoi qu'il en soit, des gens ont connu des traversées du désert, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit souvent. Ouad, Gbagbo lui-même, Alassane Ouattara, comment on appelle le Guinéen, Alpha Condé, Nelson Mandela, ils se disent que bon, ces gens ont connu l'exil, la prison, les tortures politiques, les humiliations, mais sont arrivés à. Donc il se dit, un jour, son tour également viendra, quel que soit ce qui traverse, et il se dit, il se bonifie, ça lui permet de se former, de forger son mental et revenir. Bref, donc c'est sûr que dans un coin de sa tête, il est en train de mûrir également cette réflexion. Donc maintenant, il y a un Blé Goudé qui rentre. Maintenant, quelle ambition il porte? Président de la République, maintenant, avec quelle machine? Ça demande une machine, hein. Sinon c'est pas évident. Alors que vu le temps qu'il a eu, parce que son COJEP, il a voulu transformer ça en parti politique et l'animer, mais il n'est même pas là pour l'animer. Et quand il va rentrer, est-ce qu'il va aller dans le parti de Laurent Gbagbo, ou bien conserver COJEP qui devient parti politique, ou bien. Pour le moment, c'est lui seul qui peut décider, mais ne comptons pas sur un Charles Blé Goudé pour faire mystère de ses ambitions politiques. Alors, sur le terrain politique, vous l'avez dit, il y a aussi un dilemme qui doit régler, un rapprochement avec Laurent Gbagbo ou bien avec Simone Gbagbo, quand on sait que ces deux, je dirais, le divorce est consommé au propre comme au figuré. Est-ce qu'à ce niveau aussi, ce n'est pas un enjeu et un obstacle à franchir pour Charles Blé Goudé, où il doit aller vers une émancipation? C'est ça aussi la difficulté, et je suis d'accord avec vous, parce qu'il est proche des deux. Donc, pendant la crise ivoirienne, ce qu'on présentait d'ailleurs comme l'aile dure de la galaxie, comme on appelle ça, des patriotes, c'est Charles Blé Goudé, c'est Simone, c'est Afin Guessan, qui faisait partie de ce qu'on présentait comme l'aile dure de la galaxie de Gbagbo en son temps. Donc, Charles Blé Goudé qui gère les patriotes, donc la jeunesse du FPI, et ces jeunes-là qui étaient engagés contre la rébellion et qui a fait enrôler certains pour pouvoir les entraîner à y aller combattre pendant la crise post-électorale. Simone, c'est connu. Afin Guessan, oui. Et Philippe Mangou, qui était le chef d'état-major général des armées en son temps, par moment avait de la difficulté à pouvoir contenir ces personnes-là sous le plan sécuritaire. Donc, la réalité, c'est ça. Donc, après tous ces combats, et les deux ayant décidé, Gbagbo ayant pris la responsabilité sur lui de se séparer de son épouse, comment est-ce que Charles Blé Goudé se positionne entre les deux? Ou bien il faut s'émanciper des deux, puis c'est bon. Parce que quelle que soit la position qu'il prendra, Gbagbo pourrait dire le petit a été ingrat, Simone pourrait dire le petit a été ingrat. Même si c'est en politique où ils savent qu'il par moment il faut s'émanciper, ça n'est pas aussi évident. Donc ça constitue également un dilemme pour Charles Blé Goudé. Donc comment est-ce qu'il va se positionner
Ça, franchement, ça reste à voir. Alors, une dernière question sur ce chapitre-là. On sait que au niveau de la CPI, il a été acquitté, mais comme Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, il a été condamné à 20 ans de prison. Alors, la condamnation n'a jamais été officiellement levée. Pour Laurent Gbagbo, ça n'a pas été appliqué non plus. Est-ce qu'on aura le même scénario ou bien c'est une épée de Damoclès qui plaît? Justement, c'est là où je dis qu'Alassane est un bon joueur. Vous êtes acquitté, vous ne pouvez pas rentrer. 2, vous êtes condamné et vous voulez rentrer. Quand vous allez rentrer, vous irez en prison ou bien libre de vos mouvements. Donc, parce que c'est un c'est un Charles Blé Goudé qui peut être accueilli à sa descente d'avion avec une escouade sécuritaire menottée en mondovision et amené en tôle. Tout comme il peut rentrer discrètement et puis bon, la justice ivoirienne ferme les yeux. Parce que ce n'est pas sous nos cieux où il y a chez nous il y a cette indépendance quand même. Mais même nous, certains sont rentrés, on a vu sous le régime, dans le gouvernement, le régime actuel, certains qui devaient répondre à la justice, qui ont eu des libertés à un moment donné avant de détaler, parce qu'ils sont repartis d'ailleurs, parce que à un moment donné, ceux qui sont là ont senti une menace ou ne voulaient plus s'encombrer. Sinon, ils sont rentrés, mais le procureur avait de la peine à mettre la main sur certains, ici, au Burkina, malgré cette indépendance tant proclamée. Le procureur a eu de la peine à mettre les mains sur certains. Mais finalement, ils sont repartis parce que, bon, voilà. Bref, pour revenir au cas ivoirien, effectivement, tout peut passer, tout peut arriver. Et dans le dialogue, dans les négociations, parce qu'il y a eu cet émissaire officiel d'Alassane qui est allé rencontrer Blé Goudé. Et donc, ça peut être comme un Gbagbo. Il rentre, il ferme les yeux sur cette affaire. Et puis, qui sait, il y a, en la faveur de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses peuvent se passer. Parce que Alassane est capable de prendre son silo et puis régler tout ça. Il peut passer à autre chose. Avec certainement des gages. Il peut venir aller en prison ou ne pas aller en prison. Mais ces manettes-là, ces ficelles, c'est Alassane Ouattara qui les tient. Les enjeux d'un probable retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire et l'accueil réservé à Francis Kéré, prix Nobel Architecture 2022. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour la présente convocation. Merci, juge Bougman, pour les clés de lecture, en tout cas apportées lors de cette convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente émission. On se retrouve demain avec la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.